J'ai notamment un ami qui filme absolument toute sa vie parce qu'il a l'intention de se faire cryogéniser, mais du coup pour uploader sa mémoire, ça va être une toute autre paire de manches. Et si on reste sur le côté santé, comment les laboratoires voient la science décentralisée? Il y a matière à se moquer, premièrement. Enfin, à se moquer. Pour développer un traitement, aujourd'hui, on estime que pour développer un traitement, il faut au minimum 300 millions, au maximum, on compte ça en billions. 60% de notre biodiversité restante aujourd'hui est un petit peu protégée, stewardée, par les populations indigènes. C'est énorme, 60%. Okay, et puis si on la perd, cette biodiversité, c'est notre santé, c'est des gros risques pour l'humanité. Okay. Donc on démarre sur des vers de terre. Ouais. Ensuite, quand le market cap dépasse, je ne sais plus ce que c'est, 500 000, je crois que c'est des mouches. Puis après, quand le market cap dépasse les 20 millions de dollars, c'est sur les souris. Et enfin, 100 millions de dollars, c'est sur les humains. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de Cryptost. Aujourd'hui, on reçoit Alexandra Smilek et on va parler de sciences décentralisées et de DeSci. Salut Alexandra, je te laisse te présenter en quelques phrases. Bien sûr, salut Robin, merci pour l'invitation. Donc oui, je travaille dans l'écosystème de la DeSci, donc sciences décentralisées, depuis 2022. Depuis, il me semble, cette conférence crypto à Denver, où on s'est tous rassemblés et vraiment le mouvement DeSci a officiellement commencé, même si on chuchotait ce terme-là bien avant. Donc je suis une foresight stratégiste, donc je m'occupe, mon rôle c'est de développer des stratégies, des programmes, des curations, de comprendre les trends pour différents clients. Donc moi je travaille avec le Foresight Institute par exemple, qui se trouve à San Francisco, qui est un institut qui se focalise vraiment sur la science et la technologie, et également la DeSci. Protocol Lab, qui est donc à la base créé par Juan Bennett, le créateur de IPS, et donc qui s'occupe aussi pas mal de DeSci. Je collabore aussi avec Molecule. J'ai commencé à créer les premières conférences DeSci Day à Paris pendant EthCC. Donc cette année, on va continuer à créer des conférences DeSci, notamment avec EthCC Cannes. Voilà, je suis très heureuse de pouvoir parler de la thématique DeSci aujourd'hui avec toi, parce que je crois qu'il y a un peu plus grand intérêt aujourd'hui de l'audience crypto envers la DeSci. Oui, tout à fait. On avait déjà fait un podcast en juillet 2023 oui. Pour parler de DeSci, et il s'est passé pas mal de choses entre-temps. Et ça, comme tu dis, il y a eu un grand intérêt, là c'est fin d'année 2024, avec notamment CZ, donc l'ancien CEO de Binance qui s'y est intéressé, Vitalik Buterin qui s'est exprimé publiquement dessus, alors que ça fait quand même très longtemps qu'il est dans ce secteur-là. Mais avant de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la DeSci, oui. Cette science décentralisée? Oui, donc la science décentralisée, c'est un mouvement qui utilise la technologie décentralisée, donc la blockchain, pour pouvoir revoir comment est-ce qu'on développe la science. Donc comment est-ce qu'on développe la science, j'entends par là comment est-ce qu'on va publier, comment est-ce qu'on va faire de la recherche, comment est-ce qu'on va fonder cette recherche, qui va la fonder. Donc je pense que c'est les trois piliers principaux, c'est comment est-ce qu'on fonde, comment est-ce qu'on recherche et comment est-ce qu'on publie, je dirais. Au jour d'aujourd'hui, peut-être que cela va encore s'agrandir aujourd'hui, mais c'est comme ça que je définirais la DeSci aujourd'hui. Ok, moi je m'étais noté donc, ces piliers-là, effectivement, comment est-ce qu'on finance, comment est-ce que aussi on travaille, on améliore la collaboration entre les chercheurs. Il y a tout aussi des histoires de brevets, comment est-ce qu'on s'assure que tel chercheur est bien rémunéré à la hauteur de ses contributions. Et puis enfin, il y a tout ce qui va être la publication scientifique, sur lesquelles il y a pas mal de problématiques qui sont diverses et variées, je pense qu'on en reparlera, mais il y a une partie des chercheurs qui se sentent obligés ou qui sont obligés de publier de manière régulière et qui peut-être bâclent un petit peu leurs études pour justement pouvoir vivre de ces travaux-là. Et donc la DeSci souhaite répondre à ces différentes problématiques-là. Si on les prend un petit peu dans l'ordre, le financement, quelles sont les problématiques actuelles de financement auxquelles sont confrontés les chercheurs? Ils passent beaucoup de temps à chercher des financements, c'est toujours les mêmes personnes qui les financent et donc ça biaise peut-être certaines études ou certaines recherches.
Oui, alors exactement, tu viens de le dire. Alors, je pense que le pourcentage, on est à peu près d'accord pour se dire qu'un chercheur passe environ 80% de son temps à chercher des financements et 20% de son temps uniquement à actuellement faire de la recherche. C'est énorme. Donc, ce temps passé est énorme. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui en anglais un bottleneck, la DeCi tente un petit peu de revoir le système de financement pour justement régler cette inefficience et potentiellement donc ne plus avoir des chercheurs qui passent 80% de leur temps à écrire des propositions pour obtenir des financements. Et une autre chose aussi qui m'avait frappé sur la publication scientifique, c'est que ces chercheurs-là, en plus, sont obligés de payer pour être diffusés dans des journaux scientifiques. Et ces chercheurs-là, qui ont été financés des fois par des fonds publics, donc par nous en quelque sorte, ces chercheurs-là sont financés par nous et sont obligés de payer pour que leurs études soient accessibles sur des journaux spécialisés. Exactement. Et les universités doivent payer en plus pour avoir accès à ces journaux spécialisés-là. C'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, le système de publication scientifique est détenu par un certain nombre d'acteurs qui donc demandent aux scientifiques de payer pour publier leurs papiers et demandent donc soit aux scientifiques, soit aux universités, aux différentes organisations de payer pour pouvoir accéder à ces papiers publiés. Donc ça, ce sont a priori deux inefficiences aussi en fait, qui ne permettent pas de donner accès à l'information et donc qui vont venir ralentir la recherche. Donc ça, c'est un des problèmes aussi qu'on a aujourd'hui. Ce que je souhaiterais rajouter aussi, c'est que la publication, elle est liée aussi sur le problème de l'inefficience dans ces 20% en fait passés à faire de la recherche. C'est que le chercheur, quand il va venir chercher des financements, va devoir aussi prouver son statut. Et donc va devoir prouver qu'il a publié assez de papiers, lus, etc., dans les bonnes revues, etc. Donc, au final, en fait, c'est un système qui est bien rodé financièrement, puisque le chercheur, lui, c'est un peu le daron de la farce. Il va devoir payer pour avoir une reconnaissance, payer pour pouvoir, en fait, avoir le statut qui va lui permettre d'être vu et de potentiellement recevoir des financements, etc., etc. Donc, c'est un système aujourd'hui qui est cassé, oui, enfin... il ne faut pas être aussi radical non plus. Je pense qu'il faut dire aussi que c'est un système qui fonctionne. La recherche aujourd'hui, elle fonctionne quand même si elle a des inefficiences. Donc, je ne suis pas non plus de ceux qui sont radicaux et disent la science est cassée, il faut la réparer, la DeCi est l'unique potentielle solution. Non, ce n'est pas aussi noir ou blanc, mais cela dit, il faut prendre acte de ces inefficiences. Une autre problématique, c'est, avant de pouvoir trouver des financements, les chercheurs, j'imagine, démarrent leurs études quand même, ou au moins commencent à travailler sur ce sujet-là. Et s'ils n'obtiennent pas de financement, donc ils abandonnent leur projet, et ça arrive des fois que certains autres chercheurs prennent la suite du projet en récupérant une partie des travaux qu'ils ont déjà effectués et qui vont s'attribuer, entre guillemets, alors pas forcément tous les mérites, mais en tout cas la valeur financière peut-être des brevets qui en découlent ou de la propriété intellectuelle autour de ça. Oui, donc on le sait, c'est pas propre à la science, c'est que une idée en général n'appartient pas à une seule personne, en fait. On le voit aujourd'hui, quand il y a des historiens qui regardent un petit peu plus de près l'histoire, on se rend compte que X n'est pas 100% à l'origine de l'idée révolutionnaire, que c'est bien souvent, en fait, une collaboration entre une communauté intelligente de personnes. Et donc, en science, c'est donc le cas. Pour créer une innovation, pour créer un traitement, il faut une chaîne et une communauté de recherche, parce que pour créer un traitement, il va vous falloir des scientifiques, il va vous falloir aussi des personnes qui sont plus versées dans la technologie, parce qu'il va potentiellement falloir aussi la bonne technologie pour développer le traitement. Il va falloir un background peut-être de physique, etc., etc. Et donc, du coup, en fait,
c'est une concordance de connaissances qu'il va falloir. Et aujourd'hui, en effet, on n'a pas de système de transparence pour pouvoir tracer comment est-ce qu'on est passé de rien à un traitement et qui a contribué à ce traitement, à combien de pourcentage, etc. Est-ce que la DeCi va pouvoir résoudre ça complètement? Je ne sais pas, c'est une question. En fait, si on prend le point de vue d'un développeur, c'est un peu comme un GitHub où chacun va apporter sa contribution et on sait exactement qui a fait quoi. Mais c'est vrai que la DeCi va proposer d'identifier un petit peu plus les acteurs, de les potentiellement rétribuer à leur juste valeur et leur donner, leur octroyer un rôle et non pas avoir juste une seule personne à la tête d'une innovation parce que ce n'est pas le cas. C'est pas réaliste de penser comme ça. Et la dernière innovation qui m'est arrivée dans l'esprit autour de la DeCi, c'est la possibilité pour le grand public, les gens, on va dire, normaux, entre guillemets, de pouvoir financer de la recherche. Parce qu'actuellement, imaginons, je veux financer de la recherche sur Alzheimer, bah, je ne sais pas trop quoi faire, à part faire un don à France Alzheimer ou à la Fondation de France, ou si c'est le cancer Gustave Roussy, etc. Et ensuite, c'est ces associations-là, ou ces fondations qui vont choisir quels sont les projets qui vont être financés. Oui, alors je dirais que l'une des innovations qu'apporte la DeCi, c'est vraiment cette composante d'innovation sociale, dans le sens où la science, grâce à la blockchain, va pouvoir être à la portée de nouvelles populations, de nouvelles tranches de la société. C'est-à-dire que on va pouvoir, alors on va le voir un petit peu plus en détail potentiellement, mais pour le dire vraiment très rapidement, la DeCi va démocratiser la science et on va voir comment est-ce qu'elle va le faire. Si on plonge maintenant un peu plus dans la DeCi, quels sont pour toi les projets un peu phares du secteur actuellement? Alors, c'est une très bonne question. Donc, je me rends compte qu'aujourd'hui, les projets qui ont le plus de traction, ce sont les projets de recherche scientifique qui vont bénéficier directement à l'individu. Et je pense que c'est très logique. Ce sont des projets comme, par exemple, VitaDAO, qui va avoir une roadmap de développement de traitement pour permettre aux gens de vivre plus longtemps. Et vivre plus longtemps, c'est un challenge, un but qui parle à beaucoup de gens et qui parle directement à l'individu. Et quand on se penche un petit peu plus sur le fonctionnement de la DeCi, on se rend compte que la DeCi, c'est une DAO, et donc c'est une communauté d'individus. Et donc on va voir dans l'écosystème que les projets qui ont le plus de traction, c'est les projets qui s'adressent directement au bien-être de la personne. Il y a un autre projet que je peux citer comme ça, qui fait aussi partie de l'écurie BioXYZ, qui est HairDAO. HairDAO s'occupe de développer des traitements contre la perte de cheveux. Et donc, idem, on retrouve ce pattern de développer des traitements pour un individu en particulier et résoudre un problème en particulier. Mais on n'en est qu'au tout début, mais je pense qu'il faut acter cette trend-là. Et il faut se dire que potentiellement, on va voir apparaître des projets DeCi dans la recherche de maladies qui touchent beaucoup de gens, par exemple le cancer, Alzheimer. Alzheimer, c'est déjà un petit peu le cas avec la DAO qui s'appelle Cerebrum, qui se focalise vraiment sur le cerveau. Comment est-ce qu'on peut faire, par exemple, des remplacements de tissus au niveau du cerveau, voir un petit peu développer des traitements pour limiter l'inflammation qu'on peut avoir dans le cerveau certaines fois, etc. etc. Mais en tout cas, les projets DeCi qui vont avoir le plus d'intérêt et de traction, c'est les projets qui vont parler directement à l'individu. Et ils vont parler directement à l'individu
si on parle de longévité, mais ils vont aussi parler directement à l'individu par rapport à leur histoire personnelle. Si par exemple quelqu'un a connu dans sa famille des problèmes de cancer à répétition, peut-être que cette personne va être plus intéressée à venir participer à une DAO. Et la beauté de tout ça, c'est que la DeSci, c'est bien entendu une DAO qui est constituée de scientifiques, de chercheurs, mais c'est aussi, comme je disais, une manière de démocratiser la science. Et donc, une DAO va être composée d'individus qui ne sont pas forcément versés dans la science, a priori. Et justement, est-ce qu'on peut revenir sur le concept de DAO ? Ouais. Parce que peut-être que tout le monde n'est pas familier avec ce concept-là. Et c'est très lié en fait à la décentralisation de manière générale et donc à la DeSci. Oui, c'est Decentralized Autonomous Organization. Donc, ce sont des communautés online, pour le dire autrement, avec d'autres termes, qui vont venir partager une gouvernance ensemble, une gouvernance qui va être propre à une DAO. Donc, une certaine DAO va avoir un modèle X de gouvernance, une autre un autre modèle. Il n'y a pas un modèle universel de la DAO, ok. C'est un petit peu propre, on peut comparer ça à l'associatif, c'est-à-dire que c'est un groupe de personnes qui se retrouvent ensemble, qui ont leur propre gouvernance, leur propre but et leur propre roadmap. Donc, Vita DAO va avoir une roadmap. On va faire un IP NFT, on va développer ce traitement, on va faire ce patent, etc. On va faire nos votes tous les X mois. Si quelqu'un a une idée, une proposition, il peut la porter. Comment est-ce qu'on détermine si une proposition est valide ou pas? Est-ce qu'on va la continuer? Est-ce qu'on va l'intégrer à la roadmap, etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont décidés dans la gouvernance. Et puis, bien entendu, il y a la composante de token, souvent, qui vient backer un petit peu la gouvernance aussi de ce groupe de personnes. Donc, les personnes qui font partie de la DAO, bien souvent aussi, sont des token holders de ce projet. Ouais. Fin d'année 2024, donc je le disais, il y a eu un gros coup de projecteur sur la DeSci, notamment avec BioDAO qui va être proposé... Binance a investi dans BioDAO et donc a mis un gros coup de projecteur sur ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est que BioDAO? Ben oui, on a eu Binance et BioXYZ on stage là pour le dernier programme qu'on a créé pour le DeSci Bangkok durant la DevCon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Binance a investi 10 millions, il me semble, dans Bio. Ça va permettre en fait à Bio aussi, qui est une sorte, je dirais, de launchpad pour différentes DAO scientifiques, de réinvestir ça dans différentes DAO, de pouvoir du coup incuber encore plus de projets DeSci. Aujourd'hui, BioXYZ, c'est donc un launchpad de projets DeSci. Alors, en termes de portfolio, j'en ai cité déjà pas mal. Il y a bien entendu l'une des pionnières qui a été Vita DAO, donc cette DAO qui se focalise sur la longévité. Hair DAO, perte de cheveux. On a aussi Athena DAO, qui est une DAO qui vise, et ça c'est très intéressant, qui vise à développer la recherche au sujet de la santé des femmes. Parce que on ne le sait pas toujours, mais c'est une recherche qui est beaucoup moins fondée, donc il y a beaucoup moins financée, voilà, merci, que d'autres recherches. Il y a aujourd'hui, alors ça va sortir, on les a eus on stage, mais il va y avoir une DAO aussi sur le quantum computing, donc à voir un petit peu, ils sont en train de travailler sur leur roadmap. Donc je n'en dis pas plus, mais en tout cas on voit aussi que donc BioXYZ va s'occuper de lancer beaucoup de DAO dans différentes directions de la science pour développer des produits, des traitements et surtout des nouvelles communautés. Parce que c'est vrai que pour le moment, on était quand même très axé sur la santé. Alors c'est peut-être parce que ça parle au plus grand monde, potentiellement, mais on peut financer tout dans la science. Enfin, ça peut être l'aérospatiale, ça peut être... Il y a une DAO qui existe depuis... Alors, je ne sais pas qui a été la première, mais entre Vita DAO et Valley
DAO. En tout cas, moi, je les ai vus apparaître à peu près au même moment. J'ai rencontré Vincent, j'ai rencontré aussi au même moment. Mais Valley DAO s'occupe de biologie synthétique. Donc, de développer potentiellement des nouveaux matériaux pour l'industrie, etc. On en entend beaucoup moins parler. C'est ce que j'ai expliqué. Je pense qu'il y a une trend, et elle est tout à fait naturelle, c'est que les DAO DeSci qui ont le plus de traction, c'est celles qui vont parler à l'individu directement. Et c'est vrai que si tu me dis que plus tard, je vais pouvoir porter un t-shirt qui pollue moins, il y a un peu plus de travail pour voir l'impact que cela va avoir sur moi. Et comment tu arrives à estimer la valeur d'un projet dans la DeSci? Comment est-ce qu'on explique des capitalisations à des dizaines, centaines de millions de dollars? Est-ce que les gens anticipent une redistribution, par exemple, de ce que va générer tel ou tel brevet, tel ou tel médicament, telle ou telle innovation? Comment est-ce que, voilà, on calcule? Pourquoi est-ce qu'il y a autant de fonds d'investissement qui se lancent là-dedans? Quelle est leur vision? Parce que j'imagine qu'ils ne font pas ça juste pour la beauté du geste et pour aider la population mondiale ou le monde de manière générale. Bien sûr, bien sûr. Alors, le développement d'un traitement, donc d'un médicament, prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, mais in fine, il y a des retours sur investissement qui peuvent être énormes. Donc ça parle à des investisseurs, bien entendu. Ce sont des roadmaps très longues. Et donc, c'est pour ça qu'on voit que dans l'écosystème, aujourd'hui en tout cas, les funds, les VC funds, les venture capital qui se lancent en fait dans l'investissement de la DeSci, ça va être des ventures qui ont les reins solides et qui ont aussi des tests d'investissement qui peuvent être des tests d'investissement à long terme, des impact investments, etc. Combien de temps à peu près, toi, tu dirais? Parce que souvent, les fonds d'investissement, c'est sur 5-10 ans, leur thèse. Ouais. Là, on parle de... Là, on parle de plus longtemps. Ouais. Potentiellement, on parle de plus longtemps, même si je vais vous démontrer aussi des retours qui peuvent être beaucoup plus rapides. Mais cela dit, ça peut prendre du temps. Et donc, on va avoir des VC funds comme 50 Years, par exemple. 50 Years, c'est un VC fund qui investit à très long terme. Il est basé à San Francisco. A16Z aussi vient d'investir. Il y a Z-Prime Capital aussi qui investit. Donc, voilà, la DeSci aujourd'hui, en tout cas les projets, les opportunités, ne vont pas parler à toutes les time frames d'investissement de tous les venture capital, forcément. Chacun a ses spécificités et puis ses thèses, voilà, ouais. Ce à quoi il pense. Mais okay. Si un traitement est véritablement lancé au bout de quelques temps, je ne vais pas spécifier, mais ça prend du temps, ça peut avoir un retour sur investissement énorme, bien entendu. Ça peut être game changer. Par exemple, AirDAO a été l'une des premières DAO en 2023, je crois, à déposer un brevet et à développer un shampoing sur une complètement autre technologie pour faire repousser les cheveux. Aujourd'hui, AirDAO ouvre un laboratoire à New York. Donc on est aussi, parce qu'on parle souvent de brick and mortar, blockchain, il faut lier la blockchain à quelque chose de tangible, etc. Pour le coup, là, on y est, quoi. Il y a une DAO qui s'occupe de chute de cheveux, qui ouvre son propre laboratoire, brick and mortar, à New York. Et les investisseurs détenteurs de tokens récupèrent déjà la valeur, entre guillemets, qui a été générée par cette DAO? Ouais. Donc, il y a quand même... et on se rend compte qu'au final, c'était un très beau pari aussi de Paul Klesk de lancer des DAO qui étaient assez différentes, comme Valley DAO, Synthetic Biology, longévité, et puis aussi quelque chose de très tangible aujourd'hui qui est la chute de cheveux. Donc, et là, je vais advise aussi une DAO qui fait partie de BioXYZ, qui n'est pas encore tout à fait annoncée, mais qui sera sur la moelle épinière. Donc ça aussi, ça va être différent. Le quantum, c'est encore autre chose.
Quand est-ce qu'on aura un retour là-dessus? Ouais. Je ne sais pas. Mais il y a déjà des VC funds qui Ok. s'occupent de fonder cette recherche-là. Et si on reste sur le côté santé, comment les laboratoires voient la science décentralisée? Est-ce qu'ils voient ça comme une opportunité, un risque, ou alors ils se disent c'est une tendance éphémère qui va disparaître? Pour le moment, ils rigolent un peu, ils se moquent un peu de ça. Alors, je pense que il y a matière à se moquer, premièrement, enfin à se moquer, à potentiellement négliger ce qui se passe dans la DeSci, parce que en termes de capital, la DeSci est très très petite par rapport au capital que gèrent les biopharma. Très clairement, pour développer un traitement, aujourd'hui, on estime que pour développer un traitement, il faut au minimum 300 millions, au maximum, on compte ça en billions. Donc, quand on regarde la DeSci au prisme de cette information et qu'on sait qu'en DeSci, l'un des plus gros market cap, c'est 600 millions, on se dit qu'au final, quasiment toute la DeSci, ça ferait assez, si on a de la chance, ok, et pas de fêlure, de développer 2 traitements. Bon. Donc, du coup, on a quand même un colosse qui sont les groupes pharmaceutiques et un tout petit embryon aujourd'hui qui s'appelle la DeSci. Tout ça, ça peut évoluer. Et je pense que chez les colosses, il y a aussi quand même un intérêt qu'on peut voir envers la DeSci parce que c'est encore embryonnaire. Et donc, on a pu voir Pfizer investir dans VitaDAO quelques millions. Je ne sais plus exactement, mais Pfizer a investi dans Vita et potentiellement dans BioXYZ. Donc, il y a quand même un intérêt, même si au final, je pense que vu de la montagne des biopharma, la DeSci est encore très loin et très très petite. Ouais. Puis tu parlais un peu de... Il y a de quoi se moquer. Je voulais revenir sur peut-être quelques projets qui sont un peu alors, étranges, ou en tout cas, je voudrais creuser un petit peu le réel intérêt de ces projets-là. Je pense notamment à des projets qui ont été issus sur la plateforme pump.science, donc en référence à pump.fun sur Solana, qui a été le laboratoire de millions, de milliards de memcoins. Ouais. Donc là, il y a eu deux projets de DeSci qui se sont lancés sur pump.science, donc Uro et Riff, qui travaillent sur des molécules en particulier pour résoudre certains problèmes. Je serais incapable de dire quels problèmes. Et donc, pour rapidement revenir sur le fonctionnement, on va dire un peu de ces projets-là, où la logique, c'est le projet est lancé, et plus le market cap grossit, plus les tests effectués vont être sur des choses un peu plus proches de l'homme, entre guillemets. Donc on démarre sur des vers de terre, ouais. Ensuite quand le market cap dépasse, je ne sais plus ce que c'est, 500 000, je crois que c'est des mouches, puis après quand le market cap dépasse les 20 millions de dollars, c'est sur les souris, et enfin 100 millions de dollars, c'est sur les humains. Comment tu vois toi ce type d'initiatives-là qui ont été mises en lumière, enfin qui ont été lancées parce que la DeSci a été mise en lumière sur la fin d'année, et donc il y a eu énormément d'intérêt d'investisseurs là-dessus. Ouais. Alors, je vais bien entendu laisser la place au doute et au bénéfice du doute, mais j'ai tout de même une opinion, c'est que, au vu de l'information, combien coûte le développement d'un traitement, on peut se dire que pour l'instant, Uro et Riff sont insuffisants pour développer des traitements, donc ça c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est essayer de comprendre comment est-ce que la volatilité du marché de Uro et Riff vont pouvoir pallier aussi aux besoins de stabilité de financement d'une démarche de développement de traitement. Oui, parce que c'est bien beau d'avoir une valorisation de 30 millions, mais sur ces 30 millions-là, comment est-ce que ces chercheurs vont se financer? Parce que s'ils commencent à vendre des tokens, le cours va inévitablement baisser et la capitalisation va baisser. Exactement. Mais ça, c'est le cas pour en fait tous les projets. Pas vraiment, parce que les IP NFT, par exemple, donc ce système qui a été commencé en 2022 par Molecule, permet un peu de bloquer quelque part cette valeur-là. Donc au final, quand même, il y a des projets de DeSci. Comment tu loques justement cette valeur
Tu la donnes aux chercheurs. Tu la donnes aux chercheurs et donc, du coup, elle est vraiment loquée. Il y a des investissements qui sont faits. Il y a beaucoup de projets là-dessus. Là, on se parle de euro et RIF. Il me semble que c'est vraiment un coin avec ses fluctuations. Et donc, ça me paraît très dynamique pour pouvoir vraiment trouver une stabilité nécessaire à la science pour développer des choses tangibles. Et ensuite, la proposition, la roadmap, etc., elle me paraît être un petit peu une roadmap un peu décalquée de celle de VitaDAO aussi. On se parle aussi de longévité, etc. Donc, bon, je ne sais pas. Il y a quelques éléments scientifiques en disant oui, on va faire les tests sur des C. elegans, donc les fameux vers de terre, comme tu disais, les vers. Bon, voilà, il y a quelques gimmicks un peu scientifiques. Pour l'instant, moi, ça me paraît un peu gimmicky. Mais cela dit, c'est intéressant dans le sens où cette appétence pour les tokens DeSci, elle va aussi faire en sorte de faire connaître la DeSci. Je regardais un peu sur mon outil de trend, on voit bien qu'il y a eu un pic de discussion sur Twitter et sur les autres plateformes au sujet de la DeSci, même si celle-ci elle représente quasiment rien dans le mindshare de l'écosystème sur les réseaux sociaux, puisque je pense que l'IA prend environ 60% du mindshare sur l'écosystème. La DeSci, elle prend une toute petite partie de ça. Elle est après les thématiques de ZK, etc. Donc, ça reste encore quelque chose de naissant. Donc, pourquoi pas prendre un peu la trend, la tangente et se dire que Euro et RIF, c'est tout de même bien pour faire parler de DeSci. Et moi, ce qui m'avait aussi marqué alors sur Pump.science, qui a aussi pour vocation de rendre un peu plus fun le financement et la recherche, etc., c'est à partir de 100 millions, ils annoncent pouvoir faire des tests sur des humains. Mais c'est quand même un secteur qui est assez réglementé, j'imagine, la recherche médicale. Est-ce que c'est possible? Quelles sont les autorisations à avoir, tu sais, pour faire de la recherche sur des humains? Parce que j'imagine qu'il y a pas mal de problématiques autour de ça. Et j'avais notamment lu que sur tout ce qui est longévité, vu que ce n'est pas considéré comme une maladie, il y a certaines problématiques autour de tests, enfin de transhumanisme. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, d'améliorer l'être humain en tant que tel, de base, etc. Et certaines limitations quand même aujourd'hui au niveau légal. Oui, tout à fait. Donc, chaque pays est différent. Chaque pays est différent, avec des lois différentes. D'ailleurs, il arrive, même pour les grands groupes pharmaceutiques, de faire des tests sur les humains dans des pays qui sont un petit peu plus laxistes, on va dire, que dans d'autres pays. Okay, donc ça, c'est une première chose à savoir. Donc, quand tu me dis, au bout de 100 millions, si on quitte les 100 millions, on va pouvoir faire des tests sur les humains, peut-être que c'est possible sur certaines îles, etc. Mais je ne suis pas vraiment sûre. Après, ça me fait un petit peu développer une autre pensée aussi là-dessus, c'est que, en effet, aujourd'hui, la longévité, elle connaît des limitations légales dans beaucoup de pays. La gene thérapie, par exemple, la thérapie génétique est très complexe à mettre en œuvre, etc. Et donc, du coup, le rôle des communautés, des DAO, est très important là-dessus, parce que on va avoir une espèce de force comme ça et d'enthousiasme partagé dans une communauté qui va potentiellement aussi créer de nouvelles communautés IRL, des vraies communautés, sur certains territoires. Et dans ces territoires, ces communautés vont pouvoir discuter avec les autorités afin de potentiellement mettre en place des frameworks qui leur permettraient de développer et de faire les tests, les traitements, etc., d'une manière plus simple pour eux. Par exemple, Vitalia, c'est une communauté, une pop-up city, qui est vraiment, donc, Vitalia drivée par la vie, la longévité,
qui a été débuté par certaines personnes de la communauté de VitaDAO, certaines personnes qui avaient aussi été des acteurs, des parties prenantes de la pop-up city Zouzalou, qui avait été créée par Vitalik. Et donc il y a Vitalien. C'est des personnes qui mangent et respirent vitalité, longévité et qui donc commencent à avoir des discussions très poussées avec les autorités pour voir comment est-ce que les autorités pourraient mettre en place des frameworks qui permettraient l'arrivée de nouveaux laboratoires pour développer des traitements, etc. Donc potentiellement les 100 millions, ça me paraît très peu. Mais dans le futur, pourquoi pas, avec des communautés qui auraient fait du lobbying, en fait, du bon lobbying, potentiellement, on pourrait faire ça. Et puis, il y a aussi une autre chose à prendre en compte, c'est que l'arrivée de l'IA dans la recherche de traitement va potentiellement, je n'ai pas la réponse, mais potentiellement, c'est un futur possible, rabattre aussi les coûts de développement de traitement. Et donc ça peut profiter aussi à la DCI. C'est quand on dit que bon, c'est un tout petit marché aujourd'hui, il n'y a pas assez pour développer des traitements, etc. Il faut aussi regarder un petit peu les technologies et voir leur influence sur les prix de développement. Ouais. Bah justement, en parlant d'IA, il y a un projet aussi qui s'est un peu spécialisé dans la vérification des papiers scientifiques pour essayer de relever les potentielles erreurs qu'il y a dans un certain nombre de papiers. C'est donc yes, no, or error. Ouais. Et donc, eux, ils partent du principe que si on devait faire vérifier tous les papiers de recherche qui existent au monde, je crois qu'ils ont estimé à 90 millions, quelque chose comme ça, ils avaient estimé une équipe de 5000 chercheurs payés à 120 000 $ par an, et donc que les coûts étaient monstrueux. Et en utilisant l'intelligence artificielle bien entraînée, etc., ils estimaient un niveau de relecture à 30 centimes de dollars par papier. Et donc, ils ont fait leur test, je crois, sur 1 millier d'articles pour le moment. Ils ont relevé certaines erreurs. Et le fondateur, ou je ne sais plus, quelqu'un qui est lié au projet, avait parlé d'un papier qui avait suscité un peu de panique aux États-Unis. Je crois que c'était des ustensiles en plastique qui, a priori, les doses étaient surestimées de quelque chose de potentiellement cancérigène. Et en refaisant les calculs avec l'IA, en fait, il s'était aperçu qu'il y avait une erreur factuelle dans les calculs et que donc les risques étaient bien diminués. Et donc, comment toi tu vois un peu cette fusion entre IA, sciences décentralisées? Est-ce que tu y crois vraiment? Parce qu'il y a aussi les IA, pour le moment, il y a ce qu'on appelle des hallucinations, elles ne sont pas forcément 100% exactes dans ce qu'elles racontent. Est-ce que toi, tu vois quelque chose quand même d'intéressant là-dessus émerger? Alors, oui, parce que mon métier, c'est de faire du futur scénario planning. Donc, bien entendu, je regarde ça de près. Et bien entendu, je peux... aujourd'hui, on peut regarder ça et voir dans le futur comment est-ce que ça peut évoluer de manière bénéfique à l'industrie. Et je vois aussi, donc on voit le but, c'est un petit peu une démarche de défensive accélérationnisme, c'est-à-dire que tu vas voir un petit peu quel peut être le challenge et la vision. Et donc on voit les challenges. Et on voit qu'ils sont très nombreux. Quand je parle aux scientifiques, on voit encore d'autant plus de challenges. Mais par exemple, on parlait la dernière fois avec un groupe de scientifiques sur la possibilité de création d'une intelligence artificielle qui pourrait vraiment comprendre ce qu'est la biodiversité. C'est très compliqué à comprendre la biodiversité. Et aujourd'hui, il n'y a pas assez... Par exemple, on parlait de ça, il n'y a pas assez d'informations dans l'IA pour lui permettre de comprendre le côté indigène de la biodiversité, c'est-à-dire le rôle que jouent les communautés indigènes pour stewarder, comme on dit, la nature, etc. Et c'est super important, hein. 60% de notre biodiversité restante aujourd'hui et un petit peu protégée, stewardée par les populations indigènes. C'est énorme, 60%. Okay, et puis si on la perd, cette biodiversité, c'est notre santé, c'est des gros risques pour l'humanité. Okay. Et donc aujourd'hui, quand on interroge de l'intelligence artificielle entraînée un petit peu sur un chat GPT, on se rend compte que chat GPT ne comprend pas
pas du tout ce qu'est la biodiversité parce qu'il est biaisé, c'est-à-dire que, enfin il est biaisé, il est entraîné sur des informations qui sont de la science, de l'Eastern Science. Il ne comprend pas le rôle, pas de compréhension féminisme, etc. Donc oui, je pense, pour répondre à ta question, oui, je pense que l'IA bien entraînée sur les bons datasets va pouvoir répondre à des problématiques très pointilleuses. Mais aujourd'hui, il faut vraiment prendre acte du fait que l'IA peut être biaisée par rapport aux données sur lesquelles on a Parce que le risque, c'est quoi? C'est si on dit à un chat GPT, peu importe, à OpenAI de régler le problème du réchauffement climatique, bah, sa solution, ça va peut-être être de faire disparaître l'humanité, en fait, tout simplement. Ça peut potentiellement être ça, en effet. Et donc on en parlait en off, mais ça peut entraîner certains risques, certaines dérives, et c'est notamment pour ça que tu me disais que Sam Altman, aussi pour des risques juridiques de son côté, prône pour une forte régulation, enfin en tout cas une régulation, fixer des limites à l'intelligence artificielle. C'est un outil super, enfin c'est une technologie ultra puissante et il le sait. Il le sait, et par contre son rôle c'est de développer la technologie, son rôle n'est pas de régulariser la technologie. Il ne travaille pas pour le gouvernement, enfin les frameworks légaux. Lui, il peut développer des frameworks légaux pour son entreprise, et là-dessus, on pourra le critiquer s'il n'y en a pas assez, etc. Mais il y a quand même des frameworks qui doivent se faire à l'échelle étatique, à l'échelle mondiale. L'AI Act, par exemple, et des choses comme ça, qui sont nécessaires. Et Sam Altman, et comme d'autres, disent c'est super dangereux, s'il vous plaît, régularisez. Ouais, parce que lui, il a peur aussi, si jamais plus tard on se rend compte des dérives, qu'il soit accusé, entre guillemets, légalement des problématiques qui ont été générées par l'IA. Bien sûr, bien sûr. Et il y a des entreprises, d'ailleurs, avec lesquelles je collabore, mais le Future of Life Institute, par exemple, qui travaille sur les risques potentiels de l'IA et qui produit énormément de propositions, de régularisation, notamment sur les autonomous weapons, c'est-à-dire ces armes qui fonctionnent avec de l'intelligence artificielle. Là, pour le coup, il n'y a plus d'hommes derrière. C'est vraiment des armes qui sont envoyées dans des pays pour tuer des populations humaines. Quelles sont les régulations? Et on en arrive à parler on a sorti de la seuil. Parce que tu as parlé de défensive accélérationnisme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ce que c'est et en quoi ça se rattache aussi à la DeSci? Notamment parce que c'est peut-être porté par Vitalik Buterin aussi en partie. Oui, alors je pense qu'il y a cette petite illustration qui a été proposée par Vitalik et je pense qu'elle explique beaucoup de choses. C'est que vous avez une image, vous avez un petit nounours et devant ce petit nounours, il y a deux chemins possibles. L'un qui mène à un magnifique château avec le soleil, etc. Donc un monde superbe, comme disent les Américains, a flourishing future. Et l'autre chemin qui mène à quelque chose de complètement dark. Okay. Et ce petit nounours, j'imagine qu'il porte une technologie, quoi. Et donc, il est important aujourd'hui, quand on développe une technologie, quand on est acteur du développement de technologie, de s'interroger sur un bon développement de ces technologies et donc du coup de commencer à voir l'outcome et ensuite d'avoir en fait une démarche qui part du but et revient vers le petit nounours, revient vers l'acteur qui développe la technologie pour voir les challenges. Où est-ce que ça peut dériver vers donc, ce monde complètement dystopique, prendre acte de tout ça et donc de développer par exemple les bons frameworks, le bon légal, etc., etc. Mais c'est une démarche, le DIAC est une démarche qui a été, qui aujourd'hui commence à résonner dans l'écosystème de la crypto. C'est une démarche qui, par exemple, que tu peux retrouver, qui n'est pas nommée DIAC, mais qui est nommée Gaming de Future par Alison Dustman et Christine Peterson. Donc c'est vraiment une démarche qui commence à émaner parce qu'on manipule des technologies qui sont très dangereuses pour l'humanité dans le futur. Et donc il faut trouver des méthodologies pour développer et pas non plus juste y aller et ne pas regarder, quoi.
Il faut regarder vraiment très loin. Parce que j'avais vu que quand on mettait des barrières à l'IA, ça pouvait freiner son développement, en tout cas les réponses qu'elle apportait, ou en tout cas sa logique était totalement cassée en quelque sorte. Toi, tu vois ça possible avec le déaccélérationnisme, le défensif accélérationnisme? Oui, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui. Mais ça passe par le DIAC, tu vois, il y a plusieurs méthodologies. Mais quand tu fais du futur scénario planning, c'est pareil. Tu peux faire une démarche backward, c'est-à-dire que tu vas commencer à placer le monde que tu veux, ok? Tu vas l'imaginer, donc tu vas commencer à savoir où est-ce que tu vas, mais comment est-ce que tu y vas? Le comment, c'est là que tu vas avoir ta démarche de backward et tu vas dire, ok, mais alors comment? Alors si on ne veut pas dériver et tuer toute l'humanité avec l'IA, donc du coup il va falloir mettre ça en place, etc., etc., etc. Okay. Et donc il y a aussi des méthodologies comme les technological trees, qui sont des espèces d'arbres de la connaissance, qui permettent aussi de mapper ce développement technologique, de savoir où est-ce qu'on est, qui travaille sur quoi, comment est-ce que les uns les autres s'enchevêtrent, comment est-ce qu'ils accélèrent cette technologie, où est-ce qu'on a besoin de funding, quels sont les challenges, les bottlenecks, et ensuite, et surtout, la vision, quoi. On va vers le soleil, quoi, comme un arbre. Et donc, au niveau du monde, comment est-ce que les pays ou les régions se positionnent par rapport à la DeSci? Bon, j'imagine que les États-Unis sont en tête un peu du bateau, mais comment ça se passe en Asie, en Europe, et peut-être dans les autres régions du monde? Excellente question, et très importante question. Parce qu'il s'agit de démocratiser la science. Donc, si on fait juste de la science avec la roadmap des États-Unis, bon, on aura un peu loupé le coche. En effet, donc, en Europe, pas en Union européenne, mais en Europe, peut-être que tu le sais, mais la Suisse joue un rôle très important puisque BioXYZ préfère le legal framework de la Suisse pour implanter juridiquement les DAO de DeSci. Donc au final, il y a quand même un très gros rôle de la Suisse là-dessus. Par contre, par exemple, Berlin, l'Allemagne, est une caisse de résonance et puis une ruche énorme à idées, DeSci, etc. Là, il y a les DeSci Berlin conférences chaque année qui sont vraiment incroyables. Comment tu expliques Berlin par rapport à d'autres, enfin l'Allemagne par rapport à d'autres pays? Alors, depuis très longtemps, l'Allemagne a attiré la population crypto. Il y a eu des hubs très intéressants. Il y a eu des hubs aussi hackers qui ont été très intéressants. Ça a toujours été, je pense, l'Allemagne, mais c'est pas que dans la crypto. Ça a toujours été un territoire très accueillant pour les idées nouvelles. Et un peu underground, voilà, le truc underground qu'on n'a pas en France. Par exemple, on a essayé, même dans le monde de la fête, on a essayé de faire comme Berlin à Paris, ça n'a jamais pris. Enfin, je veux dire, oui, on a dit très bonne fête, mais on n'a jamais eu le Berghain à Paris. Et c'est bien pour une raison. Et je pense que, voilà, il y a différents facteurs, mais je pense que les facteurs sociétaux aussi et d'ouverture pour les idées underground sont très importants. Ensuite, j'aime bien ta question parce que ça va me permettre de parler de l'écosystème DeSci qui est en train de se développer en Asie. Donc j'ai passé beaucoup de temps à Bangkok dernièrement, notamment pour la DevCon. Et donc j'ai pu parler à des initiatives comme Sino DeSci, qui est une grande organisation, une grande DAO, qui englobe beaucoup d'acteurs de la DeSci en Asie. Et alors, cette communauté m'a apparu à la fois très inspirée par ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis et en Europe, et puis à la fois j'ai eu des discussions où on s'est dit avec certaines personnes, mais puisque la DeSci, elle est là pour mettre en lumière des domaines de la science qui sont sous-financés, comme la recherche des femmes, etc. Pourquoi ne pas aussi voir ce qu'il y a sur un certain territoire et se dire ça c'est une science qui a un incroyable pouvoir, qui est ancrée dans des traditions chez nous et qu'on va apporter dans la DeSci. Par exemple, on a commencé à parler de ce qu'on appelle en Europe les sciences alternatives.
l'acupuncture, par exemple, qui se pratique dans le domaine médical, à l'hôpital, à Bangkok. Donc, vous se dites, et qui peut avoir énormément de bénéfices, mais qui est beaucoup moins reconnu, qui est beaucoup moins fundé, etc. Donc, potentiellement, pourquoi pas, et je l'espère, on va voir des projets d'ISAI, j'en ai parlé aussi avec des VC funds là-bas, peut-être qu'on va voir des projets d'ISAI émerger qui vont plus mettre l'accent sur l'héritage de certaines parties du monde. Parce que la DISAI, c'est ça, c'est à la fois ouvrir à des nouvelles populations, mais à la fois aussi mettre en lumière et rediriger de l'argent vers des groupes de recherche qui ne sont pas en tout cas mis en lumière aujourd'hui par les systèmes nationaux, etc. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que quand on parle de DeSci, bon, là ça a été pas mal mis en avant par Vitalik Buterin, par CZ, ancien CEO de Binance, par Brian Armstrong aussi, qui est le CEO de Coinbase et qui a tout un projet Research Hub sur tout ce qui est publication scientifique, comment améliorer tout ça. C'est vrai que pour le moment, j'ai l'impression que c'est un peu l'apanage, entre guillemets, des crypto-milliardaires ou des milliardaires de manière générale. Comment on arrive à vraiment ouvrir ça au grand public et à faire en sorte que les gens s'y intéressent? Il y a le côté crypto avec les tokens, etc., qui effectivement va intéresser certainement les gens. Mais toi, comment est-ce que tu penses comment est-ce qu'on arriverait à intéresser les gens à la science, justement, au financement de la science, au grand public, quoi? Ben, je pense que, premièrement, ça part de l'individu, de ses propres intérêts. Deuxièmement, ça parle d'une épigénétique chez l'individu, c'est-à-dire son histoire avec sa famille, etc. Troisièmement, ça part des territoires. Donc, quand on parle potentiellement des DAO qui sont plus dans de la médecine traditionnelle chinoise, ce serait vraiment génial de voir ça. Et surtout, je pense que ça aurait beaucoup, beaucoup d'intérêt ici, en fait, en Europe, par exemple. D'accord, d'avoir accès à ça et d'avoir accès à ces communautés qui parlent, qui cherchent de l'information, etc. Et par ailleurs, on a aussi des projets d'ISAI dont on a beaucoup moins parlé, qui sont des projets naissants autour de thématiques de comment financer ce qui nous appartient en tant qu'humanité. Donc, par exemple, il y a l'organisation Funding the Commons, qui parle un petit peu de ça, mais par exemple la biodiversité, on en a parlé un peu. On est à l'ère d'une 6e extinction de masse. Ça y est, on a commencé. On a moins d'insectes, etc. On commence à avoir des épidémies qui apparaissent, etc. Des feux. On l'a vu avec Los Angeles. Des feux qu'on n'arrive plus à contrôler, qui arrivent dans nos grandes mégapoles, etc. Donc la biodiversité est en train de s'écrouler. Comment est-ce que la DeSci pourrait aussi rediriger des financements et avoir un impact bénéfique pour l'humanité tout entière? Et ça, c'est super important parce qu'on le voit, selon le président que vous avez dans un pays, les signatures s'ajoutent ou se retirent à des actes de la COP, etc. Donc, l'intérêt de la DeSci, c'est non seulement, en fait, on passe à un échelon, c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de donner de l'argent pour la recherche, pour soutenir la biodiversité, par exemple, mais on est token holder, et donc on est actionnaire, quelque part, d'une recherche scientifique pour le bénéfice de l'humanité. Attention à ton micro. Ah, pardon. Non, je vais dire, donc on est plutôt, on ne fait plus seulement des donations pour la recherche, en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais on devient token holder, donc on devient quelque part, alors légalement c'est très tricky de le dire, mais actionnaire, ça c'est dans le futur, ce serait génial, d'une recherche scientifique qui pourrait bénéficier à l'humanité. Ok, je vois. Et concrètement, tu n'as peut-être pas la réponse, parce que c'est une réflexion que je me faisais. Moi, je suis patron d'une société qui développe des matériaux bons pour l'environnement, avec des matières renouvelables, etc. Il y a très peu de personnes qui me font confiance, j'ai du mal à trouver des fonds. Comment je profite un peu de ce mouvement émergent de la DeSci?
Eh bien, voilà, Vallée DAO, c'est exactement le parti pris de Vallée DAO, c'est-à-dire que l'idée, à la base, c'est qu'on voit dans l'industrie qu'il y a aussi une cassure, une fissure entre la recherche et l'implémentation de la nouvelle recherche dans l'industrie des matériaux aujourd'hui. Alors, à cette cassure, il y a moult explications à cette cassure-là. Bien sûr, il y a des questions de lobbying aussi, etc. Et donc, avoir la population qui devient acteur et qui devient combler cette brèche et va venir en fait pousser, investir sur des recherches de matériaux qui sont, par exemple, beaucoup plus éco-responsables, va permettre à l'industrie peut-être d'adopter ces matériaux plus rapidement et d'améliorer l'impact écologique, etc. Donc on peut imaginer une boucle assez vertueuse de la DeCi. Parce que si je suis un peu mauvaise langue, je peux te dire, mais ça existe depuis très longtemps en fait, ça s'appelle le crowdfunding. Oui, mais pour le crowdfunding, qu'est-ce que tu reçois ? Pour le coup, ça va dépendre des plateformes. Je crois que maintenant, il y a quand même certaines où tu reçois de l'equity, je crois, ou des parts de la société, etc. Mais c'est vrai que de base, ça a été quand même lancé pour financer de manière sans recevoir quelque chose en retour, enfin, sans vouloir recevoir quelque chose en retour. Mais on n'a pas fini de créer le framework légal pour voir la technologie de la cryptographie vraiment avoir un impact sur notre société. Parce qu'aujourd'hui, elle est complètement freinée par le framework légal. En tout cas, moi, c'est mon parti pris. Et je parle beaucoup à beaucoup d'entrepreneurs qui ont ce rêve de faire une sorte de crowdfunding pour beaucoup de domaines de l'industrie via la cryptographie. Sauf qu'à chaque fois, cette narrative... beaucoup de fois, en tout cas, cette narrative n'aboutit pas parce qu'il y a des problèmes légaux qui font avorter le projet. Ce qui pourrait changer aux États-Unis potentiellement avec un gouvernement plus davantage pro-crypto, potentiel retour des ICO. Donc est-ce que ça serait considéré un peu comme des ICO, un peu nouvelle génération? Enfin, il y a pas mal de choses à expérimenter, je pense. Ouais, il y a pas mal de choses à expérimenter. Il y a, comme on a dit aussi, cette question de la stabilité que la science doit avoir. On peut pas dire un jour... on peut pas acheter des énormes machines pour faire une recherche. Avoir un labo, les machines, les scientifiques dedans, et le lendemain leur dire c'est le bear market, désolé, revenez dans 1 an et demi, ce sera peut-être mieux. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué. Ouais. Donc il y a plein de choses aussi à mettre en place, mais est-ce que la population... Enfin voilà, oui, il y a plein de choses à mettre en place légalement. Et donc du coup aussi, les démarches légales, elles sont notamment à genre éliminer les limitations qui nous permettrait potentiellement de vraiment créer une société actionnaire de certains pans d'industrie, mais en même temps aussi de ne pas créer une framework légale qui va uniquement faire pumper des tokens, créer encore plus de rugs. Sans utilité. Ok, je vois. Si tu devais donner, enfin, moi, imaginons que je veuille me creuser la DeCi, quelles sont les ressources que tu donnerais pour quelqu'un en particulier, et après la même chose pour un professionnel qui voudrait se lancer, qui voudrait lancer une DAO, qui a une société ou un chercheur même. Alors j'advise des chercheurs, des médecins, etc. pour justement créer, commencer ou bien continuer et prolonger leur projet de DeCi. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les chercheurs qui n'ont jamais entendu parler de DeSci, il faut vraiment un petit peu reprendre les bases. Aussi leur expliquer que ce n'est pas des chemins déterminés complètement, qu'il y a aussi un certain nombre d'innovations, un certain nombre aussi d'updates légales qui vont faire qu'on va continuer dans certaines directions ou pas. Et puis à la personne qui est à l'individu, je dirais que c'est en fonction de là où l'intérêt porte la personne. C'est-à-dire que je dirais, écoute, la DeSci, c'est une opportunité pour toi d'être un acteur de la science. Parce qu'aujourd'hui, les DAO, c'est en quelque sorte, si on voudrait l'illustrer, c'est la porte d'entrée à un laboratoire, dans un laboratoire, pour quelqu'un qui n'est pas du tout membre d'un laboratoire. C'est la porte d'entrée pour
être acteur de discussions qui se passent entre scientifiques, développeurs de traitements, etc., etc. Donc c'est génial, c'est vraiment une démocratisation. Après, on n'a pas un temps infini dans la journée. Et être membre d'une DAO, ça prend du temps. Donc ce que je dirais à la personne, c'est qu'il faut bien choisir la communauté à laquelle on veut participer et avoir de bonnes raisons pour le faire. Soit on est très très inquiet pour l'avenir de notre écosystème et de la biodiversité, et dans ces cas-là, on veut peut-être faire partie de Vallée DAO pour développer beaucoup plus de matériaux éco-responsables. Soit on est très porté sur je sais pas, des soucis en fait de famille dus à de multiples cas de cancer, et dans ces cas-là, on a très très envie de participer à la recherche contre le cancer. Mais on n'a pas seulement envie, et c'est ça qui c'est la beauté du Bloody-Side, on n'a pas seulement envie d'être donateur, on a vraiment envie d'être actif, avoir des propositions, être peut-être un token holder, peut-être bientôt on pourra appeler des actionnaires aussi. Hein, et je vois. C'est vrai que les DAO, on s'est rendu compte au fur et à mesure des années qu'il y a beaucoup de DAO en fait, qui sont mortes, ou en tout cas c'est toujours les mêmes personnes qui vont proposer des choses. Il y a aussi ce défi-là en même temps que la science décentralisée, qui est de comment on fait participer les gens. Parce que même les gens n'ont même pas, ça se trouve, les connaissances nécessaires, même si c'est un sujet qui les intéresse. Moi, par exemple, Alzheimer, c'est un sujet qui va m'intéresser. J'aimerais bien qu'on développe de la recherche là-dessus, financer cette recherche-là, mais je serais incapable de dire il faut plutôt financer ça ou ça. Donc tu vas peut-être avoir des gens qui vont être spécialisés dans cette recherche-là, et toi, tu vas peut-être déléguer ton pouvoir de vote à ces gens-là. Ouais, et c'est là que je pense qu'on peut commencer à rapprocher aussi toutes les théories de démocratie fluide à la DeSci, et de voir comment est-ce qu'on peut, tu l'as dit, déléguer peut-être potentiellement le vote, et uniquement dire que, voilà, moi je partage des opinions de X, X, Y, maintenant X, c'est bizarre de dire les opinions de X parce qu'on a l'impression de parler des opinions de Twitter, mais je partage des opinions de Robin, donc je vais lui déléguer mon vote. C'est quelque chose qui commence à être possible. Là, j'étais à HCT, on a passé du temps avec Dan Finlay, qui est donc l'un des co-créateurs de MetaMask, et qui est en train d'implémenter dans MetaMask un outil de délégation. Donc on a beaucoup parlé de démocratie fluide aussi à travers ça, parce que c'est des idées qui commencent à ressortir de l'histoire. Hein. Démocratie fluide, moi je sais qu'on en parlait avec les partis pirates il y a 10 ans déjà. Peut-être que quelqu'un d'autre dira encore une référence encore plus lointaine que ça dans l'histoire. Mais en tout cas, oui, en effet, les DAO, c'est très chronophage. Il faut commencer à bootstrapper des outils pour nous permettre d'être plus efficients là-dessus. Et juste pour revenir à ma question d'avant, qui était les ressources, si on doit lire un livre, des documents, toi tu conseillerais quoi pour vraiment se plonger dans la science décentralisée? Tu as certaines ressources comme ça qui te viennent en tête? Oui, écoutez tous les podcasts des DeSci Paris, DeSci Berlin, etc. SciCon, dernièrement aussi, enfin les podcasts, les conférences en fait. Je pense que c'est très intéressant. On mettra les liens. Quelques KOS, bien sûr, comme Paul Koulas sur Twitter, Vitalik, bien entendu. Donc, commencer là-dessus. Et puis, ensuite, je pense que c'est une idée, on en a beaucoup parlé, mais c'est une idée qui, au final, peut être simplement expliquée. Hein, c'est une démocratisation de la science. Par le partage, par le financement, par la création de communautés, etc. Donc au final, ça peut appartenir à tout le monde et il ne faut pas avoir honte de rentrer dans l'écosystème de la DeSci parce qu'il y a la science qui fait un petit peu peur comme ça. Ok. Voilà. Est-ce qu'il y a un sujet que tu voudrais qu'on aborde et qu'on n'a pas abordé? Je dirais que ce qui est important aussi, c'est de se dire que la DeSci
elle fait partie, faut prendre un petit peu de recul, et la design, elle fait partie d'un moment de l'histoire aujourd'hui où on cherche à pallier aux inefficiences qu'on a dans notre système de création de la science, de financement de la science, etc. Donc d'un côté, il y a la design, mais il y a aussi beaucoup d'autres. Il y a quelques autres initiatives qui sont super intéressantes et qui potentiellement aussi vont pouvoir combler certaines inefficiences de la science. Et je voulais parler des FROs, Focus Research Organization, qui sont en fait des organisations qui sont entre une non-profit et une start-up. Donc contre une association, c'est ça? Ouais, entre une association et une start-up. Une start-up, elle va plutôt avoir besoin de pitcher, genre dans 5 ans, on fait tant d'argent, ça c'est notre boîte. Une ONG d'ailleurs, plutôt peut-être. Une ONG à base philanthropique, va avoir le temps, etc. La recherche prend du temps, des fois. On l'a vu avec OpenAI. OpenAI, à la base, était une non-profit, qui est devenue une for-profit. Donc je pense que, justement, on pointe du doigt en fait un besoin ici, qui est un besoin d'une solution hybride. La DeSci, elle va potentiellement être la réponse à ce besoin de solution hybride. Les FROs sont aussi une autre solution. Eric Schmidt de Schmidt Future, par exemple, a mis 50 millions dans les FROs qui sont menés donc à San Francisco par Adam Marblestone et Natasha Gammick, notamment dans la neurotechnologie, parce qu'on sait que la neurotech bientôt va potentiellement être explosée, on va dire, sur les marchés. Ça va être énorme. En plus, si on bridge la neurotech avec l'IA, c'est quelque chose d'énorme. Mais aujourd'hui, on a besoin de temps de maturation, on a besoin de beaucoup d'argent de recherche. Et cet argent peut être difficile à obtenir parce que les roadmaps sont longues et étalées dans le temps. Et donc la DeSci, comme Cerebrum DAO, vient potentiellement répondre à ces besoins-là, très spécifiques, de cette field, ou alors les FROs viennent aussi répondre à ces besoins. Donc je dirais, voilà, la DeSci, c'est une chose. Moi, je m'occupe vraiment de sciences et de technologie et de comprendre un peu comment s'enchevêtrent toutes les technologies et tous les écosystèmes, les différentes fields, etc. On voit un besoin, la DeSci répond à ce besoin, mais ce n'est pas la seule réponse. C'est quoi les sujets autour de la neurotech que tu suis? Alors, les sujets autour de la neurotech. Ou les révolutions qui, pour toi, vont vraiment exploser dans les prochaines... Bien sûr. Alors, Insight, je travaille, j'ai collaboré avec Protocol Lab, Foresight Institute et d'autres, et les FROs aussi, avec Adam Marblestone, sur une conférence d'une semaine là-dessus pour pouvoir comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'écosystème avec les plus grands chercheurs. Donc j'ai créé le programme avec les plus grands chercheurs, en mon sens, en neurotech. Il y a une accélération aujourd'hui. On parle d'intelligence artificielle. Cette intelligence artificielle, elle est capable de nous faire comprendre plus rapidement le fonctionnement de notre propre cerveau. Et donc, du coup, quand on overlap l'intelligence artificielle avec l'intelligence humaine, on arrive à un stade, on a fait une conférence là-dessus avec Ocean Protocol, à un stade de super intelligence. Et donc il y a énormément de choses qui peuvent se passer, mais imagine, il y a toutes les puces invasives, bien sûr, que tu peux porter, Neuralink, je pense que c'est la société que tout le monde connaît, mais il y a aussi tous les petits devices non invasifs qui commencent à rentrer sur le marché. Par exemple, on dirait des petits AirPods, mais en fait, c'est des casques EEG qui enregistrent, comprennent, interprètent les mouvements cérébraux. Là, je parle à une entreprise qui vient d'obtenir le patent pour faire des recherches sur IA et neuro. Donc, comment est-ce que tu traînes une IA à partir de données cérébrales? Donc, on va très, très vite. Quand on parlait tout à l'heure de traîner des IA pour répondre à des challenges de biodiversité, etc., on va les traîner sur des papiers de recherche, mais on va potentiellement aussi les traîner sur
les feedbacks directs de cerveau humain. Aujourd'hui, les outils de BCI, alors en français, je ne sais pas comment est-ce qu'on dit BCI, c'est Brain Computer Interface. On voit aujourd'hui des personnes qui, grâce à des technologies, peuvent interfacer avec un ordinateur juste avec leurs pensées. En gros, contrôler un ordinateur avec je peux jouer aux jeux vidéo avec ma puce Neuralink. Ça, ce serait le futur. Ouais. Et le truc, c'est que quand on entend, par exemple, l'une des premières personnes qui s'est fait implanter une puce Neuralink, qui avait de toute façon des problèmes moteurs, etc. Donc ça l'a beaucoup, beaucoup aidé. C'était pas uniquement pour augmenter l'humain, c'était pour pallier à des problèmes qu'il avait. Je ne sais plus exactement lesquels. Il te raconte dans une interview, c'était très drôle, il dit je joue aux jeux vidéo, machin, avec ma puce. Donc il regarde juste l'écran et voilà, passif. Je joue aux jeux vidéo et je me suis rendu compte que, en fait, avant même que je pensais à faire une action dans le jeu vidéo, je la faisais. Donc là, on est... Ça fait un peu peur même. Ça fait très peur, le feedback qu'il donne. Il donne que l'ordinateur, l'écran, te renvoie en premier ta pensée. Avant même que tu te rendes compte. Avant même que tu sois conscient de penser. Donc, voilà, il y a ça, il y a des problématiques aussi alors on en a beaucoup parlé à la dernière conférence qu'on a fait avec Ocean Protocol, les problèmes de cognitive privacy. C'est-à-dire que si mon cerveau, et ce qui se passe dans mon cerveau est branché constamment à une IA ou quoi que ce soit, est-ce que mes pensées m'appartiennent ? Donc on parle de privacy de données, mais aujourd'hui, bientôt, on va devoir parler de privacy de pensée. Alors, est-ce que les technologies ZK, par exemple, pourraient répondre à ça? Ah, c'est très complexe. Ouais, effectivement. Il y a tout ce qui est je ne sais pas si tu as suivi aussi, tout ce qui est le FHE, le Fully Homomorphic Encryption, qui est aussi une des solutions. Il y a une boîte française, d'ailleurs Zama, qui travaille là-dessus et qui a pas mal financé la recherche autour de ça. Donc c'est utiliser des données chiffrées qu'on puisse réutiliser pour faire des calculs sans avoir besoin de les déchiffrer au préalable. Ouais, c'est la technologie aussi qu'utilise WorldCoin, par exemple, pour scanner les iris, mais pas des données. Ouais, bien sûr. Justement, en parlant de WorldCoin, est-ce que Sam Altman, il développe pas l'antidote du poison en même temps? ChatGPT, OpenAI, le poison. Je pense que cet homme est torturé parce qu'on le disait encore, alors il est torturé de différentes manières et je ne le défends pas. Mais juste pour préciser, WorldCoin, en fait, c'est un projet qui a pour ambition de s'assurer que quand une personne discute avec toi ou fait des actions sur Internet, etc., s'assurer que ce soit bien un humain derrière et pas un robot, puisqu'on va être noyé, et on le voit avec les agents IA, là, qui sont à la folie actuellement, on va être noyé d'intelligence artificielle qui vont créer du contenu sur les réseaux, sur Internet. Donc la théorie de l'Internet mort qui existe déjà depuis de nombreuses années, où les gens pensent qu'il n'y a que des robots en fait, quasiment sur Internet et qu'on n'interagit qu'avec des robots, ça va clairement se matérialiser. Potentiellement, et donc WorldCoin pourrait potentiellement être une solution à ça, parce que d'un côté on a X, et j'adore le nom, parce que X c'est des robots, c'est des bots, hein, X. Et d'un côté, potentiellement, on peut avoir un réseau social qui est créé sur la base de WorldCoin. C'est en train d'être bootstrappé sur un projet qui s'appelle CAPTCHA, où il y a déjà un chat qui a été mis en place. En fait, les gens, pour accéder au chat, doivent avoir un World ID, donc doivent avoir leur iris scanné. Et donc, du coup, j'imagine qu'on est à peu près sûr que toutes les conversations qui se passent dans le chat CAPTCHA sont des conversations faites par des humains. Donc, c'est super intéressant, c'est un réseau social décentralisé, etc. Oui, il y a... Sam Altman est en train de répondre à potentiellement un risque de ne plus savoir la source d'une donnée qu'on voit sur un réseau social, par exemple. On arrive à des choses, des vidéos qui peuvent être créées de toutes pièces qui ressemblent à des vraies vidéos. Enfin là, on arrive dans un moment où distinguer une fake news d'une vraie actualité, une vraie news, ça va être extrêmement complexe. C'est ça. Donc oui, il est en train de créer une réponse à une
Oui, il y a un risque créé par l'IA. Ouais. Antidote à son propre poison. Alors si on met tout, alors je ne sais pas comment il écrit ses seul. stratégies, s'il fait bon alors qu'est-ce que je fais comme risque, comment je pallie ça. Potentiellement, c'est comme ça qu'il écrit ses stratégies de développement de start-up. Mais ça te fait pas peur, toi, WorldCoin? T'as scanné, toi, ton iris c'est une excellente question. Non, je ne l'ai pas fait. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois, non, je ne l'ai pas fait. Un peu dystopique encore. Peut-être que c'est un peu trop tôt pour une partie de la population. Oui. Peut-être que si on voit effectivement les dérives, je pense que plus on va voir les dérives, plus on va se dire il faut des solutions comme ça. Maintenant, est-ce que WorldCoin ou une autre solution qui soit peut-être plus décentralisée ou autre? Il y en a beaucoup qui travaillent sur ce sujet-là. Oui. Non, je suis un petit peu passé peut-être beaucoup trop de temps dans les hackerspace durant ma jeunesse, mais voilà, je ne l'ai pas scanné. Et dernière question, pareil pour faire un petit peu voir un petit peu le futur, ce que tu penses du futur. Tu penses qu'on vivra jusqu'à plusieurs centaines d'années de notre vivant ou la génération d'après? De notre vivant, plusieurs centaines d'années, non, je ne pense pas. J'ai bossé avec Christine Peterson qui est notamment la maman de l'open source, une dame très 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 intelligente et du MIT. Et elle me disait, et je pense que je vais la reprendre parce que pour le coup, je suis foresight stratégiste, mais j'écoute énormément les scientifiques. C'est eux qui détiennent le savoir. Moi, je le synthétise, je l'analyse. Elle me disait que la première étape, ça va être potentiellement le premier vraiment breakthrough, ça va être de faire revivre notre cher animal de compagnie, le chien. Parce qu'il y a des gens qui se font aussi cryogéniser, je pense à Alphine notamment, quelqu'un qui est soupçonné d'être Satoshi Nakamoto, qui s'est fait cryogéniser. Il y a des problématiques à ça, c'est-à-dire que le corps, oui, mais le cerveau, du coup, comment est-ce que tu uploads ça? Ben moi, j'ai des amis qui sont à fond dans la longévité, qui font aussi de la recherche dedans. J'ai notamment un ami qui filme absolument toute sa vie, parce qu'il a l'intention de se faire cryogéniser, mais du coup, pour uploader sa mémoire, ça va être une toute autre paire de manches. Et donc, du coup, il filme 24 heures sur 24, sa vie. Ça doit être l'enfer. Alors, lui, le vit très bien, parce qu'il travaille sur son second soi. Et tu vis plus l'instant, enfin, je sais pas. Comment il filme d'ailleurs? C'est quoi? Il a une caméra embarquée? Il a une caméra embarquée, ouais. Okay. Ouais. Mais donc il filme pas son visage pour le coup, il filme que l'environnement, que son environnement. Ouais. Le son, etc. Ok. Il me vient plein de questions qui sont un peu plus personnelles ou autres, mais je me dis, c'est comment sa femme ou la personne avec qui il partage sa vie le prend. Oh, il a beaucoup de conversations intellectuelles. Je ne sais pas s'il a vraiment des liaisons amoureuses aujourd'hui. Donc, pour le coup, d'après Pipi, la vidéo reste privée, hein, elle n'est pas... Oui, c'est pas un casteur. Il ne caste pas sa vie, c'est ça le truc. Intéressant, mais c'est vrai que j'en ai entendu parler, des gens qui voulaient uploader leur mémoire dans le cloud. Après leur mémoire, comment tu uploades la mémoire de ton cerveau si tu filmes pas effectivement C'est des questions qui sont développées par le Foresight Institute, par exemple, par Katalin Mittelut, qui est l'un des grands chercheurs qui travaille sur le Lofi Mind Upload. Mais bon, c'est encore d'autres questions. Mais en tout cas, cette question-là, ok, tu as ton corps, tu le cryogénises, on va peut-être te faire revivre tes cellules, mais du coup... qu'est-ce qui se passe avec la mémoire? Est-ce que tu la gardes ou pas? Il y avait une série qui était pas mal là-dessus, je ne me rappelle plus le nom, où effectivement il gardait uniquement le cerveau, il l'uploadait dans des nouveaux corps humains. Je ne sais pas. Le problème avec moi, c'est que j'ai un petit enfant et que maintenant les séries, je n'ai plus le temps. Les films d'anticipation, oui. Les séries, c'est trop long pour mon bébé. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas encore réglé ce problème-là. Ah oui, mais j'en parlais à certains groupes de neuroscientistes parce qu'ils sont tous là en train de me faire des casques EEG non invasifs. Je leur ai fait, mais faites une totote pour calmer les bébés qui est directement reliés au cerveau. Ou rallonger le temps d'une journée. Je vous assure. Ou ralentir le temps.
Oui, sur le temps, c'est ça. Mais même non-invasive baby pacifier, ce serait génial. Hop, tu mets, et puis il est content. Ouais, je sais pas après. Mais je ne veux pas manipuler mon bébé. Voilà, je ne veux pas manipuler mon bébé. D'autres considérations à prendre en compte après. C'est une blague. Merci beaucoup, Alexandra. Merci. Et puis, si on veut te suivre, on peut te suivre sur X. Alors, oui, vous pouvez me suivre sur X, mais vous pouvez surtout suivre sur Node, qui est le nom de mon agence de Foresight, où on publie en fait toutes les conférences qu'on fait, tous les podcasts, etc., tous les articles, et sur LinkedIn. Ok, Voilà. on mettra les liens en description. Merci Super. beaucoup. Merci.